Julien n'avait que 21 ans quand il décrocha enfin ce qu'il croyait être une victoire. Après des mois de stages sous-payés, de concours ratés et d'entretiens humiliants, il avait trouvé un poste dans une grande banque de la capitale. Mais ce rêve tant attendu avait un goût amer. Son badge flambant neuf ne disait qu'un mot, caissier. Avec sa licence en poche et son expérience, il s'était imaginé secrétaire du directeur, analyste financier ou au moins cadre débutant. Mais non. La vie l'avait assigné à une caisse, un tabouret bancal et des billets qui ne lui appartenaient pas. Pourtant, Julien s'accrochait. Dans sa tête résonnait la voix de son père, « Mon fils, tu dois réussir. C'est toi notre fierté, c'est toi notre espoir. » Alors, il se disait que l'essentiel, c'était d'avoir un travail. Il se répétait que grâce à ce salaire, si maigre soit-il, il pourrait enfin envoyer de l'argent au village. Mais à chaque appel de sa mère, à chaque demande insistante de ses frères et sœurs, son cœur se serrait. Car la vérité, c'est que lui-même avait du mal à joindre les deux bouts. À la banque, il était apprécié. Sérieux, discret, respectueux, il s'était forgé une réputation irréprochable. Ses collègues l'admiraient en silence. Mais derrière son sourire poli se cachait une souffrance grandissante. Chaque soir, lorsqu'il comptait les liasses infinies que les clients déposaient, il se murmurait à lui-même, « Je touche à des millions, mais je n'ai même pas une économie pour moi. » Parfois, il passait la nuit entière devant la machine à compter, hypnotisé par les chiffres qui défilaient, et il se demandait, à quoi bon étudier si c'est pour rester là, enfermé, insignifiant? Julien avait accepté son sort en surface, mais au fond, il rêvait d'un renversement. Il voulait briser ce plafond invisible, quitter ce rôle de figurant dans une pièce qui n'était pas la sienne. Il voulait enfin goûter à la vie qu'il observait passer devant lui, sans jamais y avoir droit. Et un soir, alors qu'il rangeait ses affaires, son supérieur l'appela doucement. « Julien, demain matin, passez me voir dans mon bureau. J'ai une proposition pour vous. » Julien avait grandi dans la poussière d'un petit village où le lever du soleil signifiait le départ de son père pour les champs et le départ de sa mère pour le marché. Chez lui, chaque repas avait le goût du sacrifice. Son père, cultivateur infatigable, passait ses journées à manier là-haut sur une terre aride qui ne produisait presque rien. Sa mère, vendeuse de légumes, marchait des kilomètres avec son plateau sur la tête. Ensemble, ils avaient choisi d'investir non pas dans une nouvelle toiture ou un bœuf de labour, mais dans les cahiers et les frais scolaires de leur fils aîné, Julien. « Tant qu'il est à l'école, il ne finira pas comme nous, » répétait son père en silence, essuyant la sueur de son front. À force de nuits passées à réviser à la lampe tempête et de jours entiers à emprunter des livres usés, Julien avait décroché une licence. Le village entier avait applaudi son nom. Les anciens, assis sous l'arbre à palabres, disaient, « Ce garçon est notre fierté. Lui, il sortira sa famille de la misère. » Ses petits frères couraient partout en clamant, « C'est notre grand frère Julien, le futur directeur. » Et sa mère pleurait de joie en répétant, « Mon fils, tu nous sortiras de la pauvreté. » Le diplôme, soigneusement encadré, devint le trophée de toute une communauté. Mais l'euphorie du succès se brisa vite contre la réalité du marché de l'emploi. Julien multiplia les stages, acceptant d'être payé en promesses. Il se présenta à des dizaines d'entretiens, souvent recalé avant même de finir sa phrase. Parfois, il revenait humilié, le cœur lourd d'entendre, « Nous cherchons quelqu'un avec plus d'expérience. » Les soirs où il traversait la cour du village les mains vides, il sentait le poids invisible des regards, tout le monde attendait de lui. Lui, le diplômé. Lui, l'espoir. Après des mois d'attente, un jour enfin, son téléphone vibra. Une grande banque de la capitale acceptait de lui donner sa chance. Il se prépara comme pour un mariage, vêtu de la chemise la plus propre qu'il possédait. Mais en découvrant son affectation, son cœur battit moins fort, caissier. Juste caissier. Pas de bureau climatisé, pas de fauteuil en cuir, pas de titre prestigieux. Un simple tabouret derrière une vitre blindée. Pourtant, il sourit. Car dans sa tête résonnaient encore les mots de son père, « Peu importe par où tu commences, avance seulement. » Le soir de sa première journée, épuisé mais fier, Julien appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle cria dans le combiné, « Mon fils travaille dans une grande banque. Gloire à Dieu. » Et au village,
les voisins se dirent en chuchotant, l'avenir de sa famille vient de commencer. Mais seul, allongé sur son matelas de fortune, Julien se posa une question troublante, et si ce n'était pas l'avenir que j'avais rêvé? Il passait ses journées collé à une vitre qui séparait sa vie de celle des clients riches. Les liasses filaient sous ses doigts comme des vagues, machines qui avalaient et régurgitaient des fortunes. Il comptait des millions pour des mains qu'il ne connaissait pas, il appuyait sur des boutons avec la même indifférence méthodique que celle d'un somnambule. À la fin du jour, sa paye revenait en miettes. Il regardait les billets partir, et se répétait dans un murmure amer, « Je touche l'argent des autres, pas le mien ». Au village, on murmurait encore son nom comme une réussite. Sa mère appelait et disait à qui voulait l'entendre, « Mon fils travaille à la banque, il est riche ». Les voisins le félicitaient, les cousines enviaient, les anciens souriaient fièrement. Cette admiration publique était un poison doux, chaque félicitation lui creusait la gorge. Il savait que personne ne voyait son portefeuille vide ni les dettes qu'il étouffait. Il croyait la vitrine, pas la cuisine. Sa chambre en ville tenait dans une alcôve minuscule où tout semblait prêt à s'effondrer. Un matelas posé par terre, une armoire qui grinçait, une seule chemise propre rangée au fond, la chemise qu'il portait au travail et qu'il repassait avec des mains tremblantes. Le bus pour rentrer le soir sentait la sueur, les vêtements froissés, le regard fuyant des autres passagers. À la maison, les appels de ses frères réclamaient de l'aide, le loyer grinçait comme une menace. Il se couchait en se disant, « Demain, je trouverai une solution ». Certaines nuits il restait après la fermeture, seul avec la machine à compter, les yeux collés à l'écran qui balançait des zéros sans fin. Il recomptait encore et encore, comme s'il pouvait ainsi voler un peu de sens à sa vie. Les piles de billets formaient des montagnes froides, et lui, minuscule, refaisait le monde à coups de compteur. Parfois il pleurait en silence, assis sur son tabouret, sentant dans sa gorge l'amertume de la faim et de l'humiliation mêlée. Il se jurait de ne jamais revenir en arrière. La fissure s'ouvrait lente mais certaine, « Pourquoi je mérite si peu alors que je vaux plus ?» Cette phrase revenait en boucle, comme un couperet. Il se surprenait à imaginer des rendez-vous, des suppliques, des promesses à donner pour sortir de là. La colère montait, puis la honte, puis un désir violent de vengeance sociale. Il se demanda s'il fallait voler, trahir, mentir, ou simplement attendre un miracle. La question resta accrochée à sa langue, inachevée, prête à éclore en décision. « Vous avez dit. » Julien prit son courage à deux mains un matin, après une nuit où il avait tourné sur son matelas comme un prisonnier sans sommeil. Il entra dans le bureau du directeur, son dossier sous le bras, sa chemise trempée de sueur. Sa voix tremblait à peine, « Monsieur, je voudrais parler de mon avenir dans cette banque. Avec mes diplômes et mon savoir-faire, je mérite mieux que d'être caissier. Je suis prêt à assumer plus de responsabilités. » Il avait dit cela comme une prière, les yeux fixés sur l'homme qui pouvait changer sa vie. Le directeur haussa un sourcil, esquissa un sourire vague et répondit en détachant chaque mot, « On verra, Julien. On verra. » Ce « on verra » claqua dans sa tête comme une gifle. Toute son espérance se brisa en morceaux invisibles. Il sortit du bureau avec un sourire forcé, mais à l'intérieur, c'était la honte pure. Honte d'avoir quémandé, honte d'avoir cru que ses efforts suffiraient. L'injustice lui pesait comme une pierre dans la gorge. Comment accepter que d'autres, moins diplômés, plus connectés, s'asseyaient déjà dans des bureaux climatisés pendant que lui restait enfermé derrière sa caisse? Il rentra ce soir-là, la mâchoire serrée, et lança sa chemise froissée dans un coin, comme si elle portait la marque de sa défaite. Le téléphone sonnait sans répit. Sa mère réclamait de l'aide pour payer l'engrais, son frère pour acheter des cahiers, sa sœur pour se soigner. Julien essayait d'expliquer, mais personne n'entendait. « Tu travailles dans une banque, tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'argent », répétait sa mère. Chaque appel était un rappel cruel, il n'était pas seulement un caissier, il était aussi le pilier supposé de toute une famille. Les factures s'empilaient dans son petit appartement, et les dettes le suivaient comme une ombre. Au guichet, il commença à observer autrement les clients qu'il servait. Les hommes en costume qui déposaient des sommes colossales, les femmes élégantes qui signaient des chèques comme si elles griffonnaient une note d'amour. Il se surprit à fixer leurs montres, leurs clés de voiture, leurs chaussures luisantes. Il vivait la vie qu'il s'était toujours promise. En leur rendant leur reçu, il se répétait, « Pourquoi eux et pas moi ?»
Chaque jour, ce sentiment l'empoisonnait davantage. L'envie devint une flamme lente, qui brûlait son intérieur sans se voir à l'extérieur. Derrière son sourire poli de caissier, Julien murmurait des phrases qu'il n'osait pas dire à voix haute, « Je mérite leur place. Je mérite leur vie. » Un matin, alors qu'il terminait de classer des bordereaux, le téléphone de Julien vibra. La secrétaire du directeur l'informa, « Monsieur Malik souhaite vous voir dans son bureau, immédiatement. » Son cœur accéléra. Il prit le temps de réajuster sa chemise, inspira profondément et entra. Le directeur l'accueillit avec un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Julien, vous êtes un employé de confiance. Nous avons observé votre sérieux, votre discrétion, votre loyauté. » Ces mots sonnaient comme une récompense longtemps attendue. Julien se redressa, prêt à entendre enfin parler de promotion. Mais la suite l'ébranla. Monsieur Malik se pencha légèrement, la voix plus basse, « Je veux vous proposer quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. Une opportunité rare. » Il laissa un silence planer avant de reprendre, « Avez-vous déjà entendu parler de notre cercle ?» Julien fronça les sourcils. « Un cercle ?» Le directeur acquiesça. « Oui, une loge secrète. Les hommes qui y entrevoient leur vie changer à jamais. 10 000 € de salaire chaque mois, une maison mise à votre disposition, une voiture de fonction. Votre quotidien bascule du jour au lendemain. » Julien sentit ses jambes trembler. Tout ce qu'il désirait semblait soudain s'offrir sur un plateau. Mais son instinct résista. « Monsieur, ce genre de choses, il y a toujours des sacrifices, non ?» Malik posa ses lunettes sur la table et le fixa droit dans les yeux, « Bien sûr. Toute grandeur exige un prix. Mais écoutez-moi bien, Julien, jamais vos parents, vos frères ou vos sœurs ne seront touchés. Dans notre cercle, la famille directe est intouchable. Vous pouvez les protéger tout en les aidant. » À ces mots, une brise de soulagement traversa Julien. C'était son unique peur, perdre ceux pour qui il se battait. Tout le reste lui semblait supportable. Il regarda ses chaussures usées, pensa à son loyer impayé, à ses trajets en bus où ses vestes se froissaient, à la voix fatiguée de sa mère demandant de l'argent. 10 000 €. Une maison. Une voiture. Et surtout, la dignité. Le directeur se leva et posa une main lourde sur son épaule. « Alors, Julien ?» Son souffle se fit court, sa gorge sèche, mais ses lèvres prononcèrent doucement, « J'accepte. » Un sourire victorieux illumina le visage de Malik. « Très bien. Dimanche soir, voici l'adresse. Ce sera votre initiation. À partir de là, plus rien ne sera jamais pareil. » Julien sortit du bureau, le papier serré entre ses doigts tremblants. Ce soir-là, allongé sur son matelas, il fixa le plafond sans cligner des yeux. Il répétait la phrase comme un serment, « Dimanche soir, ma vie va changer. » Toute la semaine, Julien vécut dans un théâtre intérieur. Dans sa tête, l'initiation ressemblait au film d'horreur qu'il avait parfois regardé en cachette, une salle obscure, des bougies rouges alignées, des crânes humains posés sur des tables, un féticheur couvert de peintures inquiétantes qui lui demanderait de jurer fidélité devant un cercueil ouvert. La nuit, il transpirait en imaginant des incantations étranges, des cris d'animaux, des pactes signés avec du sang. « Et Seigneur, que vais-je voir ?» murmurait-il en se tournant sur son matelas. Mais malgré la peur, il répétait, « C'est le prix à payer, je veux cette vie. » Le dimanche arriva. Julien mit sa chemise la plus propre, la veste qu'il portait aux rares occasions importantes, et prit un taxi vers l'adresse donnée. La route s'étirait longtemps, jusqu'à quitter les bruits de la ville pour un silence plus lourd. « Ça doit être une forêt, un temple caché. » pensait-il, les mains moites. Mais quand le taxi s'arrêta, son souffle s'étrangla. Devant lui se dressait une immense villa, luxueuse comme dans les magazines, une façade éclatante, des colonnes imposantes, des voitures de luxe alignées à l'entrée. Rien de lugubre. Tout respirait la richesse. 2 gardes en costume l'attendaient. Contrôle de sécurité. Ils le fouillèrent minutieusement, puis ouvrirent les portes massives. Julien franchit le seuil et son monde bascula. À l'intérieur, ce n'était pas une scène de terreur, mais une fête fastueuse. Lustre en cristal, aquarium géant, musique douce qui vibrait dans les murs.
Des serveurs passaient avec des plateaux de champagne. Partout, des visages lumineux, des mannequins connus, des influenceuses au sourire éclatant, des hommes élégants en costume 3 pièces. L'air sentait le parfum cher et la victoire sociale. Julien resta figé, bouche entr'ouverte. Ce n'était pas une secte de l'ombre, c'était un paradis pour les puissants. Les femmes riaient en montrant leurs verres, les hommes parlaient en lançant des éclats de billets comme s'ils ne valaient rien. « Laisse ça, la loge ?» se demanda-t-il, abasourdi. Soudain, une voix chaleureuse résonna derrière lui, « Julien !» C'était le directeur, Malik, un verre à la main, le visage illuminé. Il lui tapota l'épaule et dit avec assurance, « Ici, tu es chez toi. Oublie tes peurs. Ce soir, tu n'as qu'une seule obligation, profiter. » Julien prit le verre qu'on lui tendait. La musique s'intensifiait, les rires s'élevaient, les lumières dansaient sur les murs. Mais au fond de lui, une question le hantait encore, est-ce vraiment aussi simple ? Vous avez dit. Quand l'horloge de la villa sonna minuit, la fête changea de visage. La musique baissa, les rires s'éteignirent comme si un signal secret avait parcouru la salle. Julien vit les convives se diriger vers un long couloir tapissé de rouge, éclairé par des lumières tamisées. Le directeur posa sa main ferme sur son épaule, « Viens, c'est l'heure. » Le cœur battant, Julien suivit le groupe jusqu'à une immense chambre aux rideaux épais, aux murs décorés d'or et de miroirs. Malik prit la parole, levant son verre comme un chef de cérémonie, « Mes frères et sœurs, accueillons Julien dans la loge. » Ce soir, il franchit le seuil. Les applaudissements éclatèrent, un mélange de claps et de sourires complices. Julien s'attendait encore à voir surgir un cercueil, des bougies ou un texte sacré. Mais le rituel fut d'un autre genre. Des femmes magnifiques s'approchèrent, vêtues de robes courtes qui glissaient déjà de leurs épaules. Le directeur annonça calmement, « Ici, le pacte n'est pas signé avec du sang, mais avec le corps. Tu dois partager cette nuit avec nos sœurs. C'est ainsi que tu entres dans notre cercle. » Julien sentit son estomac se tordre. Son regard cherchait une échappatoire, mais les portes s'étaient refermées. Au début, il resta figé, incapable de bouger. La honte lui brûlait le visage. Comment pouvait-il se livrer devant tant d'hommes et de femmes qui observaient ? Mais une main douce se posa sur la sienne, une voix lui chuchota, « Laisse-toi aller, tu es des nôtres maintenant. » Peu à peu, ses résistances s'effritèrent. La peur fit place à la curiosité, puis la curiosité céda à un désir incontrôlable. Le corps qu'il avait cru trop faible devint soudain un instrument de puissance. La chambre bascula dans un chaos de soupirs, de rires et de gémissements. Julien, d'abord hésitant, finit par plonger sans retenue dans ce torrent charnel. Il changeait de partenaire comme on change de rêve, le regard embrumé, la respiration lourde. La honte disparut, avalée par une ivresse nouvelle. Chaque geste était à la fois une transgression et une victoire, comme s'il s'arrachait à la pauvreté de son passé en échange d'un plaisir interdit. Quand les lumières s'adoucirent enfin, Julien s'allongea sur le tapis épais, le cœur battant, la sueur collée à son front. Il avait franchi une frontière invisible. Dans son esprit, une phrase résonnait, lourde et douce à la fois, « Je ne suis plus le même. » Vous avez dit. Le lendemain de son initiation, Julien se réveilla avec une étrange légèreté, comme si la nuit précédente avait ouvert une porte invisible. Quand il arriva à la banque, l'atmosphère semblait différente, presque préparée pour lui. À peine avait-il franchi le hall que la secrétaire du directeur l'invita à monter immédiatement dans le bureau de M. Malik. Là, sans préambule, celui-ci lui annonça d'une voix neutre, « Julien, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus caissier. Vous êtes promu au département des opérations internes. Votre salaire sera multiplié par 10. Vous aurez à disposition une voiture de fonction et un logement convenable. Félicitations. » Julien sentit ses jambes chanceler. Tout ce qu'on lui avait promis s'accomplissait, sans délai, comme par magie. Les mots multipliés par 10 résonnaient dans son crâne. Lui qui comptait ses sous pour payer un simple ticket de bus allait désormais rouler dans une voiture flambant neuve. Lui qui vivait dans une pièce insalubre allait dormir dans un appartement meublé, avec climatisation et balcon. Il quitta le bureau abasourdi, son nouveau badge entre les mains, comme s'il portait désormais une nouvelle identité.
Dans les couloirs, les regards changèrent. Ses collègues, d'habitude indifférents, se retournaient sur lui avec une pointe de jalousie. Certains souriaient jaunes, d'autres murmuraient des commentaires qu'il feignait de ne pas entendre. Mais au fond de lui, Julien savourait cette revanche sociale. Lui, l'ancien caissier méprisé, devenait un modèle de réussite soudaine. À la pause, l'un de ses collègues lança ironiquement « À Julien, quand Dieu décide de t'élever, personne ne peut t'arrêter. » Julien répondit par un sourire silencieux, cachant l'origine réelle de cette ascension. Quand il appela ses parents le soir même, l'émotion fut à son comble. Sa mère cria dans le combiné « Gloire à Dieu !»« Mon fils, je savais que ton travail allait payer. » Son père, la voix grave, déclara simplement « Tu es notre fierté. Tu es la preuve que nos sacrifices n'ont pas été vains. » Julien serra le téléphone contre son oreille, les larmes aux yeux, incapable de leur dire la vérité. Il les laissa croire au miracle divin. Ce soir-là, installé dans son nouveau logement, assis dans un canapé moelleux qu'il n'avait pas acheté, Julien observa les lumières de la ville depuis son balcon. Pour la première fois de sa vie, il goûta pleinement à la sensation d'avoir ce qu'il désirait, confort, respect, et l'illusion d'un avenir assuré. Et en fixant les étoiles, il murmura pour lui-même « Je suis enfin arrivé. » Quelques mois suffirent pour que Julien devienne méconnaissable. L'ancien caissier qui comptait ses pièces pour payer son bus s'était transformé en cadre envié, envoyant des rapports confidentiels depuis des hôtels 5 étoiles. Son premier voyage en Europe fut à Madrid, puis vinrent Berlin, New York, Londres. À chaque mission, il découvrait les aéroports, les avions de première classe, les cartes de crédit sans plafond. Les salles de réunion de verre et d'acier lui semblaient des scènes de théâtre où, enfin, il avait le premier rôle. Son retour au pays n'avait rien d'ordinaire. Dès qu'il posait ses valises, Julien courait vers les boutiques de luxe. Costumes taillés sur mesure, montres suisses, parfums étrangers, chaque achat devenait un trophée. Il entraînait ses amis dans les boîtes de nuit les plus chères de la capitale, commandait les bouteilles en criant « Ce soir, c'est moi qui régale ». La musique couvrait ses pensées, et l'argent coulait comme une rivière sans fin. Ses amis le regardaient avec admiration, certains avec jalousie. Julien se nourrissait de leurs regards comme d'un carburant. Mais derrière ces soirées bruyantes, il y avait une constance silencieuse, la villa. Chaque mois, il retournait dans ce sanctuaire caché où la fête n'avait pas de limite. Là, il retrouvait les visages complices, les mannequins, les influenceuses, les hommes en costume qui riaient trop fort. C'était le cercle, son véritable point d'ancrage. Les nuits s'y finissaient toujours dans le même excès, alcool, plaisirs interdits, pactes sans parole. Dans ces murs, Julien sentait qu'il n'était plus un simple employé, mais un initié. Très vite, une conviction dangereuse naquit en lui, il se croyait intouchable. Ni ses dettes passées, ni la pauvreté de son village, ni ses doutes d'autrefois ne semblaient avoir existé. Il roulait dans sa voiture de fonction, montait les vitres teintées et se disait « Personne ne peut m'arrêter maintenant ». Ses collègues l'observaient de loin, incapables de comprendre une ascension aussi fulgurante. Lui, il souriait intérieurement, persuadé que les lois ordinaires n'étaient plus pour lui. Un soir, après une fête où le champagne avait coulé jusqu'au matin, il se laissa tomber sur son lit et murmura à voix haute, ivre de certitude, « Si j'avais su que c'était aussi simple, j'aurais accepté depuis longtemps. » Tout commença par une fatigue étrange. Julien, habitué aux nuits blanches entre missions et fêtes interminables, crut d'abord que ce n'était qu'un épuisement passager. Mais les maux de tête se multiplièrent, son corps semblait plus lourd chaque matin. Une toux sèche s'installa, persistante, et bientôt il perdit l'appétit. « Ce n'est rien, je vais me reposer », se répétait-il en avalant des comprimés banals. Mais la fatigue, au lieu de s'effacer, l'écrasait chaque jour davantage. Un matin, incapable de se lever, il appela un taxi et se rendit à l'hôpital. Les couloirs blancs lui paraissaient interminables. Assis sur une chaise froide, il regardait les malades défiler, chacun portant son propre fardeau. Le temps s'étirait comme une torture. Chaque seconde rallongeait l'angoisse. Il passa des heures à attendre, serrant son téléphone dans la main comme si un appel de sa mère pouvait le sauver. Quand enfin son nom retentit, son cœur fit un bond douloureux. On lui fit des analyses, des prises de sang. Puis le médecin,
grave, le pria de s'asseoir. Julien, vos résultats sont arrivés. Le silence tomba dans la salle. Le médecin soupira avant de poursuivre, vous êtes porteur du virus VIH. Ces mots le frappèrent comme une gifle glaciale. Julien resta figé, incapable de parler. Il entendit le mot tourner en boucle, résonner dans son crâne, VIH. Sa respiration se coupa, ses mains devinrent moites. L'univers sembla s'effondrer autour de lui. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard compatissant du médecin. Un rire nerveux lui échappa, presque un murmure, ce n'est pas possible, moi ? Non, ce n'est pas possible. Ses entrailles se serraient, son cœur battait à tout rompre. Tout son corps criait au cauchemar. Sa vie dorée, ses voyages, ses plaisirs, tout s'effaçait soudain sous le poids de ce verdict. Le médecin tenta de le rassurer, « Calmez-vous, monsieur. De nos jours, on vit avec. Il existe des traitements efficaces, des thérapies qui permettent d'avoir une vie presque normale. Vous n'êtes pas seul. » Mais ces phrases résonnaient comme des consolations creuses. Julien n'entendait qu'une seule chose, il était malade, marqué, condamné à une existence qu'il n'avait jamais choisie. En sortant de l'hôpital, le soleil brûlait ses yeux, mais en lui tout était sombre. Il marcha longtemps, sans but, traversant la ville comme un fantôme. Chaque visage croisé lui paraissait étranger. Dans son esprit, une phrase revenait encore et encore, brutale et tranchante, « Ma vie est finie. » Vous avez dit. Julien n'osa rien dire. Ni à ses collègues, ni à ses amis, encore moins à sa famille. Comment annoncer à ses parents, qui rendaient chaque jour gloire à Dieu pour son succès, qu'il portait maintenant une maladie dont on murmurait le nom à voix basse dans les villages ? Il se mura dans le silence. Devant les autres, il souriait, plaisantait, continuait d'afficher une image impeccable. Mais seul dans son appartement, il s'effondrait. Il fixait son reflet dans le miroir, répétant à voix basse, « Personne ne doit le savoir. Personne. » La peur du jugement le paralysait plus encore que la maladie elle-même. Un soir, alors qu'il essayait de trouver le sommeil, on frappa à sa porte. C'était le directeur, Malik, impeccablement vêtu, son regard froid mais calme. Julien, surpris, l'invita à entrer. Le silence pesa un moment, puis Malik parla sans détour, « Julien, je sais que tu es malade. » Julien sursauta, la gorge serrée, « Comment pouvez-vous savoir ?» Malik esquissa un sourire glacé, « Parce que c'est nous. C'est le cercle. » Tu crois que c'est un hasard ? Non, Julien. Tous les membres de la loge portent ce virus. C'est notre sceau. Julien sentit son corps se glacer. Tous, répéta-t-il, incrédule. Malik hocha la tête avec une lenteur calculée, oui. La maladie est notre offrande. Notre pacte n'est pas fait de sang versé, mais de ce poison invisible que nous transmettons. Chaque fois qu'un membre contamine une nouvelle personne, la secte gagne en puissance. C'est ainsi que nous payons notre place. Julien recula d'un pas, les mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait s'échapper de sa poitrine. « Vous m'avez piégé, vous m'avez détruit », cria-t-il d'une voix brisée. Mais Malik resta imperturbable, son ton presque paternel, « Non, Julien. Nous t'avons ouvert les yeux. Tu croyais que la richesse se donne sans prix ? Non. Maintenant, tu dois faire ta part. Tu dois transmettre. C'est ta mission. Sinon, tu n'auras pas seulement ta carrière à perdre, tu auras ta vie. » Julien sentit ses entrailles se tordre. La colère brûlait dans ses veines, mais derrière elle, une peur sourde montait. Il comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. La loge le tenait par sa maladie, par son ambition, par son silence. Son pacte n'était pas écrit sur du papier, mais gravé dans sa chair. Ce soir-là, assis dans l'obscurité de son salon, il ferma les yeux et murmura avec dégoût, « Alors voilà le prix. » Chaque matin, Julien ajustait son costume devant le miroir, souriait, et sortait comme si de rien n'était. À la banque, il restait le cadre modèle, ponctuel, courtois, efficace. Ses collègues voyaient en lui l'exemple parfait de la réussite fulgurante. Personne n'imaginait que derrière ce masque impeccable, il cachait une vérité qui le rongeait chaque nuit. Quand il se retrouvait seul,
les lumières éteintes, il s'écroulait sur son lit et murmurait « Je suis déjà mort ». Mais au lever du jour, il effaçait tout. Son secret devenait son armure. Pour mieux dissimuler sa peur, Julien décida de s'inventer une vie encore plus flamboyante. Sur ses réseaux, il exposait ses voyages à l'étranger, photos dans les aéroports, verres de vin dans les hôtels, selfies devant des voitures de luxe. Chaque image envoyait le même message, succès, abondance, puissance. Les likes pleuvaient, les commentaires aussi, tu es un exemple, tu vis la vie de rêve, gloire à Dieu pour toi. Julien répondait par des émojis et des phrases banales, mais à l'intérieur il riait amèrement, si seulement vous saviez. Cette vitrine attira une foule de femmes fascinées par son ascension. Des étudiantes ambitieuses, des femmes mariées en quête d'évasion, des inconnus croisés en soirée qui l'abordaient avec admiration. « Julien, toi, tu es différent. » Lui, derrière ses sourires séduisants, savait déjà ce qu'il représentait pour elles, un ticket vers le prestige, une aventure de luxe. Il les accueillait avec galanterie, les couvrait d'attention, et les invitait dans son monde brillant. Mais derrière ces gestes charmants, une vérité plus sombre se cachait. Chaque fois qu'il les serrait dans ses bras, chaque fois qu'il franchissait cette intimité, il transmettait sans le dire le mal qui brûlait dans son sang. Au début, il s'était juré de résister, de ne pas reproduire le piège dans lequel on l'avait enfermé. Mais la pression du cercle et la peur de mourir l'avaient plié. Peu à peu, ses scrupules s'effacèrent. Il se répétait pour se justifier, « Ce n'est pas moi, c'est la loge ». Ainsi, Julien devint un prédateur malgré lui. Chaque sourire public, chaque toast levé en boîte de nuit, chaque voyage posté en ligne dissimulait un piège invisible. Et chaque nuit, en se lavant les mains devant le miroir, il se demandait « Combien de vies ai-je déjà détruites ?» Vous avez dit. Dans les salons feutrés de la villa, Julien n'était plus le novice hésitant d'autrefois. Désormais, on le présentait comme un modèle. Lors des rassemblements mensuels, le directeur levait son verre en l'honneur de « ses sacrifices », et les applaudissements résonnaient comme une célébration macabre. Des femmes sublimes l'entouraient, des hommes puissants l'appelaient « frère », et chaque rire, chaque toast, portait le goût amer d'un marché invisible. Julien souriait en façade, mais à l'intérieur, il sentait ses entrailles se tordre. Car il savait ce que signifiait ce mot que tous prononçaient avec admiration, sacrifice. Les récompenses pleuvaient comme une pluie d'or. Son salaire franchit la barre des 100 000 € mensuels. Les privilèges se multipliaient, villas secondaires, voyages tout frais payés, accès aux cercles politiques et économiques les plus fermés. On lui ouvrait des portes que même ses rêves les plus fous n'avaient jamais osé imaginer. À chaque virement sur son compte, il se disait « Voilà le prix payé par des innocents pour que je vive ainsi ». Mais il n'osait pas l'avouer, même à lui-même. La nuit, quand il fermait les yeux, les visages de ses victimes apparaissaient dans son esprit. Des jeunes femmes riant avant de tomber malades, des familles détruites, des destins fauchés. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, convaincu d'entendre leurs cris dans son sommeil. Sa conscience s'assombrissait, mais la peur le tenait prisonnier. Car le cercle avait ses lois, et désobéir équivalait à signer son arrêt de mort. Julien avait vu des membres disparaître sans explication, et personne n'osait poser de questions. Alors, il choisit la fuite en avant. Plutôt que de résister, il se persuada qu'il n'avait pas d'autre choix. Il continua d'exécuter les ordres, d'attirer, de séduire, de transmettre. Il se répétait comme un mantra, « Si je ne le fais pas, je mourrai ». Ce raisonnement le maintenait debout, mais chaque jour, il se sentait un peu moins humain, un peu plus prisonnier d'un rôle qu'il n'avait pas choisi. Julien devint ainsi un pilier de la loge, respecté, admiré, craint. Aux yeux du cercle, il n'était plus une recrue, mais une arme. Aux yeux du monde, il restait un homme de succès, brillant et envié. Mais aux yeux de sa conscience, il était déjà un condamné, vivant sur un fil tendu entre luxe et damnation. Vous avez dit. Au début, ce fut une rumeur étouffée. Une femme, puis deux, tombèrent malades peu de temps après avoir fréquenté Julien. Dans les cercles mondains, les murmures circulaient, « Tu sais, cette fille qui sortait avec lui, elle est malade maintenant. » Mais comme souvent, la richesse de Julien recouvrait tout soupçon. Qui aurait osé accuser un cadre respecté de la banque, toujours bien habillé, souriant, généreux dans ses gestes publics?
La rumeur restait alors cantonnée au chuchotement. Puis vinrent les premières plaintes officielles. 2 jeunes femmes, courageuses, se présentèrent au commissariat pour affirmer qu'elles avaient été contaminées par Julien. Mais les policiers haussèrent les épaules, des histoires d'adultes consentants, ce n'est pas notre problème. Le dossier fut mis de côté, comme souvent quand il s'agit d'hommes puissants. Julien, apprenant la nouvelle, eut un frisson d'inquiétude, mais le directeur Malik le rassura d'un ton froid, « Ne t'en fais pas. Tant que tu es avec nous, la justice ne verra rien. » Sauf que la vérité ne s'arrête pas aux frontières de l'injustice. Bientôt, d'autres voix s'élevèrent. Des dizaines, puis des centaines. Les témoignages se multiplièrent, venant de plusieurs villes, parfois de l'étranger. Les victimes avaient en commun une seule chose, Julien. Des femmes mariées, des étudiantes, des anonymes, toutes brisées par le même destin, racontaient les mêmes histoires. Les plaintes s'empilèrent, si nombreuses que la police ne pouvait plus les ignorer. Les médias flairèrent le scandale. Les journaux titrèrent « Le banquier aux 1000 visages, la richesse tachée de sang invisible ». Les plateaux télé débattaient de son cas, les réseaux sociaux explosaient d'indignation. Son visage circulait partout, associé à des mots qui le condamnaient avant même la justice, traître, manipulateur, criminel silencieux. Julien, lui, vivait dans la panique. Chaque matin, il craignait que la porte de son appartement soit défoncée. Chaque regard croisé dans la rue lui paraissait accusateur. Mais malgré la peur, il restait prisonnier. Le cercle ne lui laissait pas d'issue. Malik lui avait déjà lancé un avertissement glacial, « Si tu tentes de fuir ou de parler, tu n'auras même pas le temps de regretter. » Julien se retrouvait ainsi suspendu entre 2 menaces, d'un côté, la justice et les victimes, de l'autre, le cercle et sa sentence invisible. Et chaque nuit, dans son lit devenu cage, il murmurait la même question, la gorge serrée, combien de temps avant que tout explose ? Vous avez dit. Un matin gris, alors qu'il sortait de son appartement en ajustant distraitement sa montre de luxe, Julien vit les voitures de police encercler l'immeuble. Les gyrophares bleus déchiraient le ciel pâle. 2 agents s'avancèrent vers lui, menottes à la main. Julien N, vous êtes en état d'arrestation. Sa gorge se serra, ses jambes fléchirent, mais il ne résista pas. Les passants, fascinés, sortaient déjà leur téléphone pour filmer la scène. Le banquier autrefois admiré, désormais traîné comme un criminel. Au commissariat, les examens médicaux confirmèrent ce que tout le monde soupçonnait, Julien était bien porteur du VIH, et depuis plusieurs années. Les preuves s'empilaient, reliant son nom aux témoignages de centaines de femmes. Son carnet de voyage, ses factures d'hôtel, ses messages privés, tout formait une toile accablante. À chaque découverte, Julien sentait un nœud se resserrer autour de sa gorge. Le procès fut rapide, brutal, implacable. Les juges énuméraient les faits, les avocats des victimes réclamaient justice, et le public, avide de spectacle, le regardait comme un monstre. Quand la sentence tomba, la salle retint son souffle, 100 ans de prison ferme pour transmission volontaire du virus. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Julien s'effondra sur son banc, les mains sur le visage, incapable de retenir ses larmes. Il voyait déjà ses années se consumer derrière des barreaux, sa jeunesse dissoute dans l'ombre. Mais le juge ajouta une phrase qui ouvrit une nouvelle blessure. Toutefois, si l'accusé accepte de coopérer avec la justice et de dénoncer le cercle dont il est membre, sa peine pourra être réduite à 10 ans. 10 ans. Une décennie au lieu d'un siècle. Julien releva la tête, le souffle court. Le silence dans la salle devint pesant. Ce soir-là, enfermé dans sa cellule provisoire, Julien se recroquevilla contre le mur froid. 2 chemins s'ouvraient devant lui. Dénoncer le cercle signifiait trahir Malik, briser le pacte et s'exposer à une mort certaine, rapide, orchestrée par ceux qu'il connaissait. Se taire, c'était choisir de pourrir derrière les barreaux, lentement, jusqu'à disparaître dans l'oubli. Les mains tremblantes, il se couvrit le visage et laissa échapper un cri muet. Le dilemme le broyait de l'intérieur. Entre mourir libre et vivre enchaîné, lequel était le véritable supplice ? Cette nuit-là, allongé sur la paillasse dure, il fixa le plafond et murmura, la voix étranglée, « Que dois-je faire ? Vous avez dit.
La cellule était étroite, humide, éclairée par une ampoule fatiguée qui clignotait parfois comme pour lui rappeler que la lumière aussi pouvait mourir. Julien passait des heures assis sur la paillasse dure, le dos collé au mur froid, les yeux perdus dans le vide. Chaque bruit de clé, chaque pas de gardien résonnait comme une cloche d'église dans son esprit. Il n'avait plus de montre, plus de téléphone, plus de costume, seulement un uniforme gris et un numéro inscrit sur un registre. Alors, il se réfugiait dans ses souvenirs. Le visage ridé de son père dans les champs, la silhouette fragile de sa mère portant son plateau de légumes, les rires innocents de ses frères et sœurs courant pieds nus dans la cour poussiéreuse du village. Il revoyait aussi ses rêves d'étudiant, les nuits blanches passées à réviser à la lampe tempête, ses espoirs naïfs d'un avenir brillant. Tout cela semblait désormais appartenir à une autre vie, un autre homme. Mais ces images d'innocence étaient rapidement remplacées par d'autres, plus sombres. Des visages pâles, malades, effacés par la douleur. Les voix de ses victimes hantaient ses nuits. Il les voyait dans ses cauchemars, tendant vers lui des mains accusatrices, chuchotant d'une voix glaciale, « C'est toi ». Il se réveillait en sueur, le cœur battant, la gorge serrée par la culpabilité. Et chaque matin, le miroir rouillé de la cellule lui rappelait la vérité, ce monstre, c'était lui. Pourtant, ce n'était pas seulement sa conscience qui l'écrasait. L'ombre du cercle planait encore sur lui, invisible mais présente. Dans chaque bruit de pas qui s'approchait de sa cellule, il croyait entendre la vengeance de la loge. Malik lui avait dit un jour, « Ceux qui parlent meurent ». Cette phrase résonnait encore dans son crâne, gravée comme une malédiction. Même enfermé, Julien savait qu'il restait surveillé, épié, menacé. Alors, il se murmurait des phrases qu'il n'osait pas dire à voix haute, « Si je parle, je meurs. Si je me tais, je meurs à petit feu. » Sa culpabilité, elle, ne lui laissait aucun répit. Elle le rongeait comme une bête invisible, mordant chaque parcelle de son âme. Dans le silence étouffant de sa cellule, Julien comprenait enfin la cruauté de son pacte. Il avait vendu son âme pour la richesse, et en retour, il avait hérité d'une vie plus étroite que les barreaux qui l'enfermaient. Et chaque soir, les yeux fixés sur le plafond fissuré, il se demandait, « Est-ce cela, ma véritable punition ?» L'obscurité de la cellule semblait habiter sa tête. Le dialogue intérieur commença comme un vacarme sourd, une guillotine mentale qui balançait deux mots en boucle, dénoncer, se taire. Chaque option résonnait comme une sentence. Dénoncer, c'était prononcer le nom de ceux qu'il avait élevés et livrer des visages qu'il connaissait, accepter de devenir traître pour espérer la liberté. Se taire, c'était accepter la lente putréfaction d'une vie derrière des barreaux. Dans le silence, ses pensées se fracassaient contre ces deux murs, et il sentait la panique ronger sa raison. La réalité apparaissait crue, chaque route menait à une mort différente. S'il parlait, il verrait tomber les têtes des puissants, mais sa propre tête serait la première sur la liste. Il imaginait la loge se refermant sur lui comme un piège final, une sentence rapide et sans scène de procès. S'il se taisait, il irait mourir à petit feu, consumé par la honte et le temps, enterré vivant dans une cellule qui avalait les jours. Les deux images se succédaient, plus effrayantes l'une que l'autre, et il ne savait laquelle appeler vie. Puis vinrent les images de sa famille, tranchantes comme des lames. Il imaginait sa mère tombant à genoux, le visage fendillé par la honte, son père criant à la trahison, ses frères détourner les yeux. Il voyait le village murmurer, regarder leur maison comme on regarde une maison maudite. Et au milieu de ces visions, il entendait encore la voix de sa mère, « Mon fils, tu nous sortiras de la pauvreté. » Il se demanda combien de mensonges il avait bâtis sur ce mot, espoir, et combien de regards il briserait s'il renvoyait la vérité à la maison. Alors il pensa à Dieu, au pardon, à la rédemption. Assis sur la paillasse, il repassa dans sa tête les prières apprises dans son enfance, les chants du dimanche au village, la promesse que l'on peut trouver la paix en avouant ses fautes. Peut-être que confesser serait libérateur, peut-être que la vérité purifierait les âmes. Mais il savait aussi que la foi, chez ceux qui l'avaient trahi, pouvait se transformer en haine ou en abandon. Le pardon paraissait à la fois possible et impossible, il était un mirage dans un désert de menaces. Au bout de la nuit, la décision resta hors de portée, comme une porte fermée à double tour. Julien fixa le plafond craquelé, sentit le souffle court, et la question le lacéra de l'intérieur. Son cœur battait trop fort pour être tranquille, trop faible pour trouver la force d'agir.
Dans le silence qui suivit, il laissa sortir, tout bas, la seule phrase qui lui restait, celle qui n'était ni aveu ni solution, mais l'écho de toute sa vie: que dois-je faire? Julien avait commencé son voyage dans la poussière d'un village pauvre, porté par les sacrifices d'un père cultivateur et d'une mère vendeuse au marché. À 21 ans, il avait décroché ce qu'il croyait être une victoire, un poste dans une grande banque. Mais son ambition, nourrie par la pression de sa famille et l'obsession d'une vie meilleure, l'avait poussé plus loin. Trop loin. Ce désir ardent de briller, de sortir coûte que coûte de la pauvreté, l'avait jeté dans les bras d'une loge qui lui avait promis richesse et gloire. Au début, il avait cru avoir gagné. Voiture de fonction, maison luxueuse, voyage à l'étranger, soirée de faste, tout semblait prouver que son choix avait été le bon. Mais ce pacte n'avait jamais eu pour prix l'argent. Son véritable prix, ce furent les vies qu'il détruisit, les corps qu'il condamna, les âmes qu'il brisa. L'or qu'on lui avait offert n'était qu'un miroir trompeur qui cachait derrière lui la maladie, la culpabilité, et une cage plus froide que toutes les pauvretés. À 27 ans, Julien n'était plus qu'un homme enfermé, rongé par ses propres fautes. Les visages des victimes le hantaient, la honte pesait sur ses épaules, et la loge, même à distance, continuait de le surveiller comme une ombre prête à l'abattre. Tout ce qu'il avait cru obtenir, l'argent, le respect, le pouvoir, n'était qu'une illusion fragile. Et dans l'écho de ses choix résonnait une vérité brutale: le vrai succès ne s'achète pas dans les raccourcis sombres, mais se construit dans la patience, l'intégrité et la vérité. Dans sa cellule, les yeux fixés sur un plafond fissuré, Julien murmurait encore cette question qui résonnait comme une sentence suspendue: que dois-je faire? Et le silence, cruel, ne lui donnait aucune réponse. Le spectateur, lui, reste suspendu à cette interrogation. Julien trouvera-t-il la force d'avouer, de briser enfin ses chaînes, ou choisira-t-il de mourir avec son secret, prisonnier à la fois des barreaux et de son pacte? Vous avez dit.